Bonjour et bienvenue dans le podcast Cœur de Mission. Aujourd'hui, nous partons pour le Brésil. Vous êtes prêts ? Loin des plages de sable fin ou du célèbre Christ du Corcovado, nous partons pour une petite ville non loin de l'Amazonie. Là-bas, une association s'occupe des jeunes mamans en situation de précarité. Marielle nous y raconte sa mission. Bonjour, je m'appelle Marielle. Je suis partie en volontariat avec Fidesco en 2016-2017 pendant 1 an et j'ai été en mission au Brésil. Je suis partie pendant une année de césure entre ma licence et mon master, donc après une licence d'histoire. Et j'ai été envoyée donc dans une mission au Brésil, dans la ville de Redenção, qui est une petite ville du Brésil en plein milieu du pays, au sud de l'Amazonie. Ma mission là-bas, c'était avec 2 autres volontaires, de gérer une association, Sonho de Mai, qui veut dire rêve de maman en portugais, et qui est une association qui s'occupe de jeunes femmes enceintes défavorisées. Donc on était à la fois accompagnatrice sociale et formatrice dans cette association. J'ai été très bien accueillie quand je suis arrivée au Brésil. C'est un peuple qui est très joyeux, qui est très festif. Les Brésiliens adorent sortir avec leurs amis, faire des fêtes, ils dansent, ils mettent de la musique, ils font beaucoup de soirées un peu festives. Donc c'était facile de se faire des amis, de sortir, d'être intégré avec les Brésiliens. Un point qui était important aussi, c'était donc je vivais avec 2 autres volontaires françaises et on s'était donné comme objectif de parler tout le temps portugais, même à la maison entre nous. Et on l'a vraiment tenu, donc ça nous a permis de assez vite parler bien portugais pour pouvoir ensuite communiquer facilement avec tout le monde et rencontrer beaucoup de gens. J'ai eu la chance aussi d'arriver alors qu'une volontaire de Fidesco était déjà là depuis 1 an et était déjà très bien intégrée, avait un cercle d'amis et donc elle m'a facilement amenée avec elle, voilà, dans tout cet écosystème qu'elle avait déjà réussi à créer. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup de soucis à m'intégrer. Et je trouve ça chouette parce que en tant que jeune française, j'ai eu l'impression de vivre au Brésil une vie de jeune comme j'aurais pu l'avoir dans mon pays. On sortait boire des bières le soir avec des amis, on les invitait pour des soirées pizza, on faisait des soirées jeux, on allait danser. On a participé à des moments de vie des jeunes d'amis qu'on s'était fait là-bas, des moments de fin d'études. Ils appellent ça la formatura, le moment où on remet son diplôme, qui est un moment très important où ils font des grandes fêtes. Voilà, des week-ends un petit peu dans la campagne brésilienne. Donc beaucoup de moments informels très très chouettes. Quand j'étais en mission, je n'ai pas eu trop de mal à gérer la distance avec mes amis et ma famille parce que mentalement, j'étais pleinement pour ma mission et je voulais pas vivre un petit peu à moitié la mission et à moitié ma vie en France. J'avais un contact très régulier avec ma famille, notamment que j'appelais, je pense, toutes les semaines. Mais je suis pas quelqu'un qui est très accro aux relations à distance et aux réseaux sociaux et ça m'a fait aussi du bien de me déconnecter. J'ai quelques membres de ma famille et quelques amis qui sont venus me voir en mission aussi, donc ça m'a permis d'avoir un lien fort avec eux, concret sur le terrain dans le cadre de ma mission. Et pour les autres, oui, je donnais pas de nouvelles très très régulièrement, mais il y a quand même les rapports de mission qui font que on peut donner des nouvelles assez régulièrement à tout le monde d'un coup, avec le rapport de mission qui est envoyé à tous ceux qui veulent un peu nous suivre. Et ça permet de donner des vraies nouvelles assez régulièrement. Et en fait, le temps passe très vite en mission. On a tellement de choses à faire, on rencontre tellement de personnes que forcément, il y a des moments où les gens en France nous manquent un peu, mais pour moi, ça va, c'était pas si difficile. Le Brésil, là où j'étais, c'était vraiment un très très beau pays et j'étais très contente d'être dans un bel endroit. On avait des forêts à perte de vue, des collines, des couchers de soleil magnifiques, des rivières. C'est aussi un pays qui est très varié. J'ai un peu voyagé et bougé dans ma mission et donc j'ai été au bord de la mer. J'ai été dans le Pantanal, donc qui est comme un immense marécage, un endroit où il y a énormément d'oiseaux, où il y a une faune très diversifiée. Des arbres. Donc c'est vraiment le Brésil, c'est un pays très grand, donc c'est des beaux paysages très grands. Voilà, et ça c'est vraiment des images dont je me souviens très bien. Et alors la ville où j'étais n'était pas particulièrement belle. Enfin, comme j'ai dit au début, c'est une ville qui avait 40 ans d'existence, avec des bâtiments vraiment fonctionnels. Mais on était au milieu de la forêt. Pas la forêt amazonienne très dense, mais ce que les Brésiliens appellent la roça, une espèce de forêt un peu sèche.
Les paysages changeaient quand même pas mal entre la saison humide et la saison sèche aussi. Mais c'est quand même un environnement très naturel. La ville est assez grande, mais au milieu, il y a aucune ville et entre les villes, il y a 1 heure de route et donc quand on fait 1 heure de route, très souvent dans la semaine pour aller d'une ville à l'autre, on traverse la forêt, on traverse, des très grandes routes, où on voit très, très loin, un peu comme ces paysages qu'on imagine aux États-Unis avec des routes à perte de vue. Enfin, c'était un peu ça. Et quelquefois, quand même, grâce à des amis, j'ai pu aller me balader dans la forêt, où on croise, des singes, des oiseaux, on se baigne dans la rivière. Il y a beaucoup de très beaux endroits. Redenção, c'est une ville d'à peu près 80 000 habitants. C'est-à-dire que c'est une petite ville pour le Brésil, qui est un pays avec énormément d'habitants. C'est une ville qui est très récente. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que quand je suis arrivée à Redenção, j'avais 21 ans et la ville avait 30 ans. C'est un endroit où avant c'était la forêt amazonienne, donc ça a été déforesté et peuplé dans les années 70, quand il y a eu une politique de peupler l'intérieur du Brésil. Donc ça m'a frappée, cette histoire de la ville très récente. Quand je suis arrivée, donc j'étais installée dans une petite maison avec une autre volontaire Fidesco qui était là depuis 1 an à peu près. Voilà, et donc j'ai appris à découvrir les différents lieux de ma mission qui étaient dans 4 villes différentes. Donc on prenait pas mal la voiture pour voyager un peu toute la semaine, pour aller voir les différents projets, les différents locaux et les différentes jeunes filles qu'on accompagnait dans tout le diocèse où on était au Brésil. Et donc ma mission, c'était avec 2 autres volontaires Fidesco, on était 3 et on était responsables de l'association Sonojimai. C'est-à-dire qu'on était responsable de tout l'accueil des jeunes filles défavorisées et enceintes qui venaient dans l'association. Donc ça veut dire que 4 fois par semaine, dans 4 villes différentes, on animait un après-midi d'accueil de ces jeunes filles. Donc on les accueillait, on préparait un goûter avec elles, on échangeait avec elles, on avait un temps d'enseignement, soit sur un sujet de santé, soit sur un sujet en lien avec la grossesse, l'accueil d'un bébé, mais également des enseignements un peu sur le développement personnel ou voilà, sur des sujets assez variés. Et puis le cœur de l'après-midi, c'était un atelier de couture où il y avait des Brésiliennes qui étaient volontaires et qui enseignaient aux jeunes filles brésiliennes à coudre des petits objets, des petits habits, des petites couvertures, des grenouillères, des petites serviettes de bain pour leur bébé. Et donc c'était un temps où elles prenaient du temps pour l'enfant qui allait naître et ça leur permettait d'avoir du temps gratuit pour lui, intérieurement aussi de commencer à comprendre et à intégrer qu'elle allait devenir maman. D'avoir des temps d'échange aussi avec les autres jeunes filles qui étaient souvent un peu dans leur même situation ou dans des situations un peu différentes, ça leur permettait de se rencontrer. Et c'était aussi un temps d'échange gratuit. Et en même temps, elles revenaient aussi à la fin du projet avec leur petite couverture où elles avaient fait un dessin qu'elles avaient eu le temps de personnaliser exprès pour leur enfant. Donc c'était voilà une manière de prendre du temps et de devenir un peu maman par ce travail. Et dans chacune de ces villes aussi, on essayait d'avoir du temps pour aller visiter les jeunes filles chez elles, une fois avant la naissance et une fois après la naissance. Ce qui prenait beaucoup de temps, ne serait-ce que pour trouver les maisons dans la ville, pour prendre du temps avec elles, etc. Et donc, quand on était à Redenção, c'était l'endroit où il y avait le plus de jeunes filles du projet. Donc, ça nous prenait aussi beaucoup de temps pour aller les visiter et pour faire les après-midi. Il y avait des travails très variés parce qu'on devait gérer l'association. Donc tout ce travail de lien avec les mamans, de visite, d'accueil, mais aussi de la communication, de la levée de fonds. On a eu pas mal de projets un peu annexes. On a notamment fait un CD avec des témoignages de mamans, de jeunes filles ou de femmes beaucoup plus âgées, grand-mères, voire arrière-grand-mères, qu'on a interviewées. Et ensuite, on a compilé leurs témoignages pour faire un CD sur qu'est-ce que c'est la maternité. Donc c'était un gros projet qu'on a mené ensemble, qui était très chouette aussi. Mais voilà, tout le travail de gestion d'une association, en fait, c'était nous qui le faisions. Donc c'était très polyvalent et très intéressant comme mission aussi. Je suis arrivée en me disant que j'avais pas de compétences et que du coup, j'allais tout apprendre. Donc j'avais pas non plus j'avais pas une très haute attente sur moi-même. Donc je me suis pas dit... j'ai pas été déçue de ne pas savoir faire des choses. En fait, j'étais juste dans une attitude où je voulais tout apprendre et donc j'ai appris. Et en fait, c'est quand même beaucoup des qualités humaines qui permettent de faire bien ce genre de travail. C'était beaucoup de la rencontre, du bon sens, de l'humilité pour apprendre de tous les Brésiliens qui nous entouraient et qui connaissaient plein de choses. Donc ça s'est bien passé et on s'est bien complété avec les 2 autres volontaires aussi.
Et alors, Pauline et Marie, donc les 2 jeunes filles qui étaient avec moi, elles avaient 2 ans de plus que moi, donc elles avaient un tout petit peu plus d'expérience quand même. Il y en avait une qui était infirmière, donc c'était assez utile aussi dans le contact avec les mamans et un peu dans son regard sur les questions de santé. Et Marie était orthophoniste. C'est quelqu'un qui avait déjà eu plein d'engagements associatifs, qui savait un petit peu, ne serait-ce que gérer par exemple la question financière ou des questions de communication, qui était aussi engagée dans l'église, donc on se complétait bien. Donc j'avais environ 1 heure de trajet à chaque fois entre les villes. Mais comme on était 3, on se répartissait un peu le travail, donc j'allais pas forcément dans les 4 villes toutes les semaines. Mais on avait assez facilement, oui, 1 heure de route dans la journée. Même si on était bien basé à Redensan avec une maison et où on vivait, on va dire, la moitié de la semaine. Et l'autre moitié de la semaine, on allait soit à Conceição, qui était un peu la capitale du diocèse, à 1 heure de route de Redensan, soit à Xinguara ou Sapucaia, qui étaient 2 villes un peu plus petites, un peu plus isolées, où on avait également des après-midi du projet. Et donc, ça arrivait très régulièrement qu'on fasse pas l'aller-retour et qu'on dorme soit chez des volontaires du projet, soit chez des gens du diocèse, dans la maison paroissiale, par exemple, ou chez des sœurs. Et donc ça, c'était aussi très chouette parce que on rencontrait énormément de personnes, on partageait leur quotidien, on mangeait avec eux le soir, on a dormi chez énormément de gens. La vie de trinôme était pas forcément très simple à gérer parce que, comme c'est pas souvent le cas dans les missions Fidesco, mais nous, on avait vraiment la même mission. Donc, il fallait qu'on se répartisse le travail et on était 24 heures sur 24 ensemble pour notre mission. Et donc, la difficulté, c'était pas tant de se retrouver, mais c'était plutôt de se dissocier et de pouvoir avoir des responsabilités différenciées, d'avoir pas toutes les mêmes amies, d'avoir un peu des activités qui nous permettent de sortir du trinôme Fidesco. Donc, c'était quand même assez bienvenu de pouvoir avoir des missions différenciées. 2-3 mois après que je sois arrivée, on a réussi à avoir un rythme assez précis où on avait chacune une ville de référence dans laquelle on s'occupait plus particulièrement du projet. On avait des missions un peu qu'on avait différenciées. On essayait de faire des activités un petit peu en dehors. Un tel qui était plus investi dans la chorale de la paroisse, par exemple, ou une autre qui allait faire du sport avec des Brésiliens, qui allait apprendre la samba. Donc ça nous permettait d'avoir des activités un peu différentes. Et c'était aussi bienvenu d'avoir un jour dans la semaine, un moment où j'étais toute seule à la maison et sans les 2 autres volontaires et où je pouvais faire un peu des choses un peu toute seule. Le Brésil, c'est un des pays où il y a le plus de grossesses, je sais pas si on peut dire grossesse juvénile, mais des jeunes filles qui ont des enfants très jeunes. Au projet, on accueillait parfois des jeunes filles qui avaient 13 ans et puis très, très, très souvent 15, 16, 17, 18 et jusqu'à 25 et un peu plus. Donc c'est quelque chose de très, très courant d'avoir des enfants très jeunes. C'est plus ou moins voulu, c'est plus ou moins désiré de manière consciente. Les enfants sont très souvent élevés par leur grand-mère parce que les mamans sont très jeunes et donc elles confient souvent le bébé à leur grand-mère, à leur mère. Et notamment dans le centre du Brésil, qui est quand même une région assez pauvre. C'est une situation très courante. Je pense que c'était assez important, en tout cas c'était un aspect important de ma relation avec les jeunes filles, d'avoir à peu près le même âge qu'elles. J'étais même souvent à un poil plus âgée. Donc moi j'avais 21 ans, on avait énormément de jeunes filles qui avaient moins de 21 ans. On avait un peu une relation de sœur ou de grande sœur avec ces jeunes filles-là. C'était assez paradoxal parce que quand je suis arrivée, moi, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir leur enseigner grand-chose. À 21 ans, j'avais aucune notion de la maternité, aucune formation dans le domaine médical, donc je ne voyais pas trop ce que j'allais pouvoir apporter dans ce domaine-là. Et en fait, j'avais une proximité avec elles du fait de mon âge qui fait que je pouvais leur apprendre plein de choses parce que j'avais aussi, moi, une idée de la maternité, de ce que ça pouvait être, de ce que je voyais en France, de l'accompagnement, de la responsabilité d'une mère dans une famille. Et en même temps, elles-mêmes m'apprenaient beaucoup plus parce qu'elles avaient une expérience et une connaissance que moi, j'avais pas du tout, qui était de devenir mère. Donc, les échanges étaient intéressants et c'est ça, il y avait un naturel et une proximité entre nous qui nous permettait d'avoir une relation simple que peut-être une femme un peu plus âgée aurait pas eu ou n'aurait pas eu de la même manière. Donc les bénévoles, c'était essentiellement des Brésiliennes qui avaient la cinquantaine, 40, 50 ans, donc qui étaient bien plus âgées que les volontaires et bien plus âgées que les mamans du projet. Et c'était un échange intergénérationnel qui était vraiment très intéressant. Elles, pour le coup, elles avaient vraiment ce rôle de maman ou de grand-mère par rapport aux jeunes filles. Elles les accompagnaient.
Il y avait aussi une vraie différence de niveau de vie entre les volontaires qui souvent appartenaient un peu à la haute société brésilienne, donc des femmes qui avaient beaucoup de moyens, par rapport aux jeunes filles qu'on accueillait, qui étaient plutôt des jeunes filles très défavorisées au niveau matériel, qui vivaient dans des petites maisons en bois, qui avaient même parfois pas les moyens d'acheter des habits pour leur bébé, des couches, des landaux, etc. Donc il y avait un échange aussi intersociétal au sein même de la société brésilienne qui était permis grâce à ce projet et qui était vraiment très beau. Et parfois aussi des petits déséquilibres que les volontaires Fidesco pouvaient aussi remettre à leur place. Par exemple, des volontaires brésiliennes qui avaient tendance à vouloir aider d'abord matériellement les jeunes filles. Quand elles voyaient une jeune fille qui avait pas les moyens d'acheter ce qu'il fallait pour son bébé, elles avaient tendance à faire une grosse collecte et à tout lui donner pour qu'elle ait absolument tout ce qu'il fallait. Et nous, on leur disait que le premier but du projet, c'était d'abord l'accompagnement psychologique, l'amitié qu'on pouvait nouer avec les jeunes filles et l'aider aussi à s'en sortir en la soutenant matériellement. Mais c'était pas le premier but. Et il fallait pas que ça se fasse de manière démesurée. C'est-à-dire pas forcément adaptée parce que le but, c'était pas que les jeunes filles, elles viennent dans le projet en se disant je vais repartir avec tout ce qu'il me faut que j'arrive pas à m'acheter. Il fallait qu'elles se rentrent dans ce processus de venir régulièrement, de travailler un peu aussi pour faire leurs serviettes, leurs couvertures, leur habit de bébé. Et souvent, c'était pas non plus des jeunes filles qui étaient complètement démunies. On pouvait les aider ponctuellement sur des besoins matériels qu'elles avaient, mais beaucoup aussi avaient quand même des petites ressources, elles avaient de la famille. Avec la solidarité au Brésil est très très forte et elles se débrouillaient souvent pour trouver le nécessaire pour leur bébé. Le but de Sunjimai, c'est d'accompagner les jeunes filles défavorisées qui sont enceintes, qui sont dans des situations où elles l'ont plus ou moins choisi et plus ou moins consciemment, pour qu'elles apprennent à devenir mères, qu'elles en prennent conscience au fur et à mesure de leur grossesse et ensuite dans les premiers mois après la naissance du bébé. Et également créer un espace où elles peuvent en discuter avec d'autres jeunes filles et où on peut aussi les aider matériellement quand il y a des vrais besoins. Alors déjà, il y a beaucoup de bouche à oreille, donc c'est la sœur, la copine, la voisine qui viennent au projet Sunjimai. Et puis il y a des jeunes filles qui ont eu un enfant et qui reviennent lorsqu'elles ont un deuxième ou un troisième enfant parce qu'elles ont trouvé ce cadre en fait qui était chouette pour elles pendant leur grossesse, où elles pouvaient échanger, où elles pouvaient coudre des habits. C'est un endroit où elles finissent par se sentir bien et donc c'est plutôt une réussite de voir qu'elles reviennent. Après, parfois, elles sont dans des situations qu'on n'aurait pas forcément voulu. Parfois, elles reviennent parce qu'elles ont encore une grossesse non désirée, dans une situation familialement qui est pas du tout stable. Et c'est aussi ça qu'on essaie de transmettre dans le projet, c'est d'essayer de montrer que avoir un bébé, c'est pas juste jouer à la poupée ou c'est pas une manière de gagner une situation. Le fait d'être mère, c'est un peu un rêve pour plein de jeunes filles et parfois elles vont avoir un enfant rien que pour être mère et avoir ce rôle dans la société. Et donc on essaye de leur dire de leur montrer que c'est bien plus que ça et que ça doit plus être réfléchi. Parfois c'est aussi un moyen de garder un petit peu un jeune homme avec lequel elles sont en relation, de créer un lien qui devient incontournable et qu'on peut plus abolir ensuite quand elles ont un enfant. Et du coup, ça marche plus ou moins. Voilà, on voit des jeunes filles qui reviennent et on se dit mince alors elles ont rien appris. Mais en fait, on peut pas voir exactement tout ce qu'elles ont appris et tout ce qu'elles retiennent au projet. Et si elles reviennent, c'est qu'elles en retirent forcément quelque chose. Et ensuite, il y en a qui reviennent et on a aussi des jeunes filles qui ont un vrai désir d'avoir un enfant et qui viennent juste parce qu'elles trouvent ce cadre un peu sécurisant et qu'elles trouvent un peu une aide matérielle. Et aussi, il y a des jeunes filles qui reviennent et qui décident d'être volontaires, donc d'accompagner les jeunes filles qui sont enceintes et elles-mêmes reviennent donc en étant volontaires, donc en n'étant pas enceintes. J'ai quand même trouvé du sens assez facilement et assez rapidement dans ma mission parce que on travaille au contact de femmes enceintes. Et donc, la grossesse, ça dure 9 mois. En général, elles sont déjà à 3, 4, 5, 6 mois de grossesse. Donc, en fait, c'est une échelle de temps qui est très facilement conciliable avec une mission qui dure 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que même en une mission d'1 an, on a le temps d'accueillir plein de jeunes filles, de voir tous les bébés naître et de voir qu'elles grandissent, le bébé grandit. Ensuite, elles partent du projet parce que voilà, elles ont fini cette étape-là de leur vie. Et donc, c'est quand même une échelle de temps qui permet de voir les fruits de la mission parce qu'on voit le bébé naître, on voit la maman en train de fabriquer ses petites couvertures, on la voit en train de grandir mentalement parce que elle-même aussi, c'est une étape très importante pour elle, le fait de devenir mère, quelle que soit
la valeur ajoutée du projet, il se passe quelque chose dans sa tête. Et nous, on est là pour essayer de l'accompagner. Donc, c'est assez chouette. Chaque semaine, on voit des mamans qui reviennent avec un nouveau bébé. Donc, tout le monde s'extasie. Et on voit vraiment des fruits quand même assez facilement. Après, on peut se dire quels fruits ça porte plus profondément dans l'enseignement qu'on essaie de faire passer, dans le sens de la maternité, même dans la construction de la personne, de ces jeunes filles qui sont souvent adolescentes, donc qui sont complètement en train de se construire aussi. Et ça peut être plus subtil, mais j'ai vu quand même pas mal de jeunes filles grandir grâce à tous ces échanges, à tout ce qu'on essayait de leur transmettre. Notamment, on faisait des enseignements sur la personnalité, sur des choix de vie, des trucs qui nous paraîtraient très simples en France, mais un peu apprendre à se connaître et qui étaient importants pour elles, je pense. Par exemple, il y avait une jeune fille qu'on accompagnait au projet qui s'appelait Louana, qui avait une quinzaine d'années. C'était pas très simple de l'accompagner parce qu'au début, elle c'était un peu une ado qui râlait, qui était un peu rebelle, qui voulait jamais finir ses objets, ses tissus toute seule, qui n'était pas très agréable. Mais donc, on avait quand même vraiment persévéré parce qu'on sentait qu'elle avait besoin d'aide. Notamment, on a été la voir plusieurs fois chez elle pour essayer de voir dans quel cadre elle vivait, ce qui permet de mieux la connaître et de tisser une relation de confiance pour qu'ensuite elle puisse revenir au projet chaque semaine. Et donc, elle, j'ai vraiment vu qu'elle a changé. Et en fait, le changement, il s'est vraiment fait à la naissance de son bébé, où on voit complètement une ado devenir mère, en fait. Et donc, se rendre compte de la responsabilité que ça lui donne. Et tout d'un coup, elle avait une manière d'être avec les autres qui était différente. Elle faisait des projets différents. Elle voyait l'utilité de faire des études, d'avoir un travail, de vraiment s'occuper de son enfant, de ne pas le laisser à l'abandon. Même elle avait des paroles assez belles sur l'amour qu'elle échangeait avec son enfant, sur ce qu'elle avait envie de devenir pour pouvoir lui donner le meilleur. Et ça, c'était assez beau de voir qu'elle avait changé. Un exemple parmi d'autres. Une des raisons principales pour lesquelles aussi le projet Sonia du Mali existait, c'était de pouvoir aider matériellement les jeunes filles. Pas seulement par les objets, les tissus qu'elles fabriquaient pour leur bébé et qu'elles ramenaient chez elles, mais aussi ponctuellement, ça arrivait qu'on les aide quand elles étaient vraiment en détresse matérielle. Et donc, je me rappelle d'une jeune fille qu'on avait aidée. Les volontaires brésiliennes s'étaient largement mobilisées pour lui donner tout ce dont elle avait besoin, un berceau, des habits pour son bébé, du matériel, des couches qui étaient souvent très chères, etc. Et on avait été la visiter 3-4 mois après la naissance du bébé. Et je me rappelle très bien qu'elle nous avait rassemblé tout ce qu'on lui avait donné pour la naissance pour qu'on puisse le récupérer et ensuite le ramener au projet et le donner à notre jeune fille qui avait besoin. Et ça m'avait beaucoup frappée parce que j'ai trouvé ça étonnant que un de son réflexe soit de nous rendre tout ça alors qu'on lui avait donné et c'était très très clair qu'on n'attendait pas du tout qu'elle nous le rende. Et donc moi je lui avais demandé, mais t'es sûre que tu veux pas le garder? Tu vas encore en avoir besoin, tu peux t'en resservir. Elle avait 16 ans, donc c'était quasiment sûr qu'elle allait avoir d'autres enfants. Et elle m'a dit oh non, ne t'inquiète pas, vous m'en avez donné quand j'en avais besoin, et puis moi quand j'en aurai besoin, Dieu pourvoira. Un peu une expression parfois un peu toute faite pour dire mais de toute façon au Brésil il y aura toujours quelqu'un qui me vient en aide. Et les Brésiliens sont vraiment dans cette idée de solidarité permanente et pas du tout d'accaparement. Voilà, Dieu pourvoit quand il y a besoin. Et puis là, j'avais besoin, on m'a donné. Maintenant, là, j'en ai plus besoin absolument maintenant. Donc, je donne parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui en ont besoin. Et quand j'aurai besoin, c'est totalement logique que les personnes autour de moi continueront à me redonneront ce dont j'ai besoin. Et ça, c'était un vrai enseignement sur la possession et sur ce cycle de confiance dans les personnes autour. De pouvoir un peu donner et recevoir sans contrôle et sans calcul. C'était assez inspirant. Je pense que ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie en France. Je n'aurais pas un exemple précis. Au quotidien, dans mon rapport aux choses, dans mon rapport aussi à la confiance dans la vie, en la confiance aux gens, je pense que je suis quelqu'un qui est plus... déjà, qui est d'être plus détaché matériellement des choses. Et même, je pense que j'ai assez confiance dans les gens de manière générale, je m'inquiète pas trop. Et j'ai quand même l'expérience de voir que si on se donne les moyens, les choses arrivent et finissent par s'arranger. C'est un peu compliqué de trouver un seul mot
pour définir ma mission ou une phrase ou un seul souvenir. Quand je réfléchis un peu aujourd'hui à ce que ça m'a apporté la mission, cette année au Brésil, je pense un peu à une ouverture mentale, intellectuelle, affective sur une réalité complètement différente dans le monde et en même temps aussi très proche de nous parce que j'ai rencontré plein d'êtres humains qui ont plein de points communs avec moi et en même temps plein de différences parce qu'ils ont grandi ailleurs. Je pense que ça m'a beaucoup appris à m'ouvrir aux autres et à m'ouvrir à tout ce que je connais pas et qui m'enrichit. Et une ouverture un peu sans contrôle. Pour être ouvert aux autres, il faut pas vouloir toujours tout comprendre et tout contrôler, mais pouvoir, se laisser déplacer, régulièrement, se laisser, remettre en question, toujours continuer à avancer et à apprendre. Et je pense que je garde un petit peu ça, cette idée de enfin, ce réflexe un peu quotidien dans la vie, de curiosité qui fait que je me laisse déplacer et je me laisse grandir à travers, toutes les personnes que je rencontre, les expériences que je vis et avec un attrait et un goût quand même pour ce qui est différent. Merci Marielle de nous avoir confié ce beau récit. On repart nous aussi de cet épisode, le cœur gonflé d'une nouvelle confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter pour nous dire pourquoi et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle aventure. Le mois prochain, par exemple, on part pour le Timor oriental. D'ici là, vous avez pile le temps de réaliser le défi de trouver ce pays sur une carte. À bientôt!